10 mars 1978. 24 heures avant de mourir, Claude François fait sa toute dernière apparition à la télévision. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris. Car aujourd'hui, I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain. Claude est à Lézin, en Suisse, pour enregistrer une émission de télévision pour la BBC. On voit Claude François arriver sur la terrasse avec son pull rouge, dans un cadre typiquement suisse, un petit chalet dans la neige. Et on va le filmer là, perché sur son balcon, en train de chanter la version anglaise, moitié français, moitié anglais, de Du Mal-Aimé, Daydreamer. I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain. Avec cette version anglaise de l'un de ses derniers tubes, le chanteur espère conquérir les États-Unis. Claude François est au sommet de sa carrière. Et pourtant, ce jour-là, un détail intrigue ses proches. Il semble préoccupé. Quand on regarde bien son visage, on le sent anxieux. Il y a quelque chose qui ne va pas. On voit bien que pour une fois, il sourit pas. Il manquait dans son regard un peu de lumière. Il attrape la balustrade, c'est pas le Claude François habituel. Et lorsqu'il se prête au jeu de la séance photo quelques minutes plus tard, le chanteur a bien du mal à cacher son malaise. Je me souviens de cette séance photo et c'est vrai qu'il a le regard éteint, il est absent. Il est dans le néant, il est dans le vague, il a l'air très pensif. Je pense que la peur de la mort, peut-être qu'il la sentait, je sais pas. C'est quelqu'un d'instinctif, Claude. Claude François sent-il la mort rôder? Une chose est sûre, depuis plusieurs semaines, il perçoit des signes inquiétants. Il rêvait à la mort. Il avait l'impression qu'une dame blanche arrivait dans sa chambre. Il se réveillait et il voyait cette femme qui lui tournait le dos et qui était assise au bout de son lit, quoi. On murmurait des mots dont il ne comprenait pas le sens. Pour nous, ce signe-là, c'est la mort qui vient vous chercher. Terrorisé par ses cauchemars, le chanteur fait alors des demandes très étranges à son habilleuse de l'époque, Sylvie Mathurin. Je me souviens d'une fois où je suis restée veillée à côté de lui parce qu'il avait peur de s'endormir tout seul dans sa chambre. Je suis restée toute la nuit à côté de lui parce qu'il avait une peur incontrôlable. J'avais laissé la lumière, une petite lumière allumée pour qu'il ait comme une présence ou en tout cas une lumière apaisante. Et ce séjour en Suisse ne fait qu'attiser ses craintes, car ce pays provoque chez lui une peur irrationnelle qui remonte à son enfance. Ses parents lui avaient dit que le diable était en Suisse. Et ça l'angoisse, parce que Claude François, il ne faut pas l'oublier, il a des origines orientales, l'Égypte, etc. Et il est très sensible aux signes, très sensible aux prémonitions. Il ne se sentait pas en sécurité, il ne se sentait pas à l'aise. Il y avait quelque chose qui le dérangeait, il ne voulait pas passer une nuit de plus en Suisse. Des rêves effrayants, la peur qui rôde. Pour l'artiste, c'en est trop. Claude François décide alors de quitter la Suisse pour rejoindre la France. Une décision précipitée qui sera lourde de conséquences. En réalité, en faisant ça, il ne le sait pas, mais il va vers la mort. Si Claude François était resté en Suisse, il n'aurait pas eu cet accident qui lui a coûté la vie. Le lendemain à Paris, Claude François s'électrocute dans la salle de bain de son appartement. Il meurt à 39 ans, rattrapé par ses démons. Voici l'histoire incroyable d'une des plus grandes stars de la chanson française, qui 40 ans après sa mort, fascine encore tous les Français. Il est aujourd'hui le chanteur de l'enfance de millions de personnes. Il avait surtout le sens du populaire. Un artiste révolutionnaire pour son époque.
Celui qui n'a jamais été à un concert de Claude, il n'a jamais rien vu. Hein. C'est incroyable ce qu'il donnait sur scène quand même, c'est absolument incroyable. C'était du jamais vu, tout simplement. Claude François, c'est plus de 60 millions de disques vendus. Il aligne des tubes, mais quelquefois 2, 3, 4 par an. Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Il n'y a pas un lundi, s'il y a du soleil dehors, que j'entends pas quelqu'un dire « Tiens, c'est le lundi au soleil ». Oui, comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Il y a 2763 versions aujourd'hui de Comme d'habitude qui existent. Il n'y a pas une minute au monde où la chanson n'est pas jouée. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Il a senti cette vague du disco. C'était un précurseur. Des magnolias par centaines, des magnolias comme autrefois. C'est un bonheur, c'est Dieu qui apparaît, quoi. Ce soir, vous allez découvrir les images inédites d'une star prête à tout pour son public. C'est la légende de Claude François, c'est ce type, il est prêt à tout pour ses fans, même à mourir. Regardez. Ah, c'est très grave, elle est complètement épuisée. Je suis tombé, j'ai plus rien vu, je me souviens plus de rien. Vous comprendrez comment le chanteur s'est hissé au sommet en prenant une incroyable revanche sur la vie. C'est un homme blessé, Claude. Il fallait s'en sortir, mon père pouvait pas travailler, il était malade, etc. Enfin, on avait toute la famille qui était pas très bien. Il a fallu que je m'en sorte pour tout le monde. Ils n'ont plus rien, ils dorment par terre, ils mangent du pain rassis. Quand on n'est rien au départ, c'est dur de prendre des coups dans la tronche comme ça. Qui était vraiment Claude François? C'était le chanteur mal aimé, Claude François. Vraiment le mal aimé. Il avait peur d'être oublié et d'être abandonné, toujours. On se sentait tellement fragile qu'en fait, c'était un petit bonhomme qui voulait faire le mieux possible. Derrière l'icône en apparence irréprochable, nous allons vous dévoiler un homme aux secrets inavouables. Moi, je suis obsédé carrément. J'ai fait cette séance de photos chez lui, qui était une photo nue. J'avais 14 ans et demi. C'est la face sombre de Claude. Bon, elles avaient quoi, 16 ans, c'est vrai? 16, 17, mais évidemment. Il a été limite, très très limite, de poursuite judiciaire. Et nous vous révélerons par quelle extraordinaire intervention au plus haut sommet de l'État, l'idole a finalement sauvé sa carrière et son image. C'est au milieu des années 60 que Claude François va imposer son style unique. En espérant que ça vous a plu, on enchaîne sur une chose que vous connaissez par contre. Et si un jour tu te que tu t'imagines que les gens t'en veulent. D'un seul coup, 2 nanas arrivent de chaque côté de lui et commencent une chorégraphie d'enfer. J'attendrai que tu pleures à nouveau. J'attendrai s'il le faut. Et avec la chanson J'attendrai, c'est là qu'il décide d'avoir ses premières Claudettes et c'est le carton complet. Oui, car si que confusion, que ce nouvel amour n'était qu'illusion. C'était génial parce que d'abord il avait des jolies filles et puis surtout c'était hyper bien réglé, quoi. C'était la première fois en France que l'on voyait des danseuses accompagner un chanteur et vraiment faire du spectacle, faire du show. En tout cas, c'était une bonne idée, ça. C'est le premier quand même à avoir fait ça. Des danseuses à paillettes qui se trémoussent autour d'un chanteur de variété, à l'époque, c'était du jamais vu. D'ailleurs, cette idée révolutionnaire, Claude François n'en est pas l'inventeur. Il a été chercher la plupart de ses idées aux États-Unis. Et il va découvrir que pratiquement tous ces artistes-là sont tous entourés de danseuses. Les Ikettes pour Ike et Tina Turner. Les Reinettes pour Ray Charles.
Il était toujours avide de savoir ce qui se passait, ce qui se passait pas. Et c'est ce qui a fait sa carrière aussi. Il se dit, mais tiens, si je faisais ça? Mais il s'est dit, voilà ce qui me manque. Les Claudettes vont devenir l'arme de séduction massive de Claude François. Car le chanteur ne veut pas seulement plaire aux femmes, il veut plaire à tous les publics. L'idée, c'est effectivement d'avoir quelques jolies jeunes femmes autour de lui pour attirer les hommes, en fait, pour le public masculin. Et si c'était ça l'idée, pour faire venir les mecs, en tout cas pour qu'ils aient finalement quelque chose à regarder pendant que leurs copines me regardent moi. Les Claudettes lui apportaient une force de frappe et de persuasion et le public était aux anges, quoi. Avec elle, le chanteur offre à son public des chorégraphies réglées au millimètre, tout comme les costumes. Et il dépensait pas trop d'argent pour le tissu, ça c'était bien pour lui. Ils n'étaient pas grands, les costumes. Les Claudettes vont participer activement au succès de Claude François. D'ailleurs, plus les années passent, plus leurs tenues sont dénudées. Prisca, Claudette dans les années 70, a connu la dernière époque, celle des costumes les plus mini. C'est sexy, mais je trouve qu'on n'était pas vulgaire. On était nature. Partout où ils vont passer, Claude François et ses Claudettes vont provoquer l'hystérie. Celui qui n'a jamais été à un concert de Claude, il n'a jamais rien vu. C'est incroyable ce qu'il donnait sur scène quand même, c'est absolument incroyable. Et cette ferveur que le chanteur déclenche à chacune de ses apparitions ne doit rien au hasard. En réalité, Claude François, en fin stratège, la met en scène, avec pour objectif que son public entre littéralement en transe. Et vous allez voir comment il s'y prend. « 7 août 1971, Canet-en-Roussillon. Pour que tu saches combien tu m'as rendu heureux. Comme à chaque fois qu'il est en concert, Claude François sort sa botte secrète. Pour électriser son public, il va chanter son répertoire avec un tempo beaucoup plus rapide que d'habitude. C'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. C'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu l'entends pas. Et dans les concerts, Claude François, c'était pas comme à la télévision. À la télévision, tout est propre, tout est parfait, tout est nickel, tout est répété comme du papier à mâcher. Sur scène, c'est la même chanson, ça devenait « c'est la même chanson ». C'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. C'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. C'est la même chanson. Et sur scène, ces tempos étaient multipliés par 3, par 4, et tout le show était à 100 à l'heure. Katie, l'une de ses Claudettes, ici à gauche sur l'écran, se souvient encore du rythme infernal imposé par l'artiste. Jamais on peut imaginer ce que c'est que chanter et danser en même temps à cette allure-là et ce rythme-là. C'est incroyable. Nous, quelquefois, on n'arrivait même plus à suivre, tellement ça allait vite. C'est vrai qu'il faut avoir le rythme de Claude, il faut être capable de tenir. Il fallait vraiment qu'on s'accroche. Et on s'accrochait. Ça va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante, ça se danse, ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'effet de cette cadence infernale sur le public est littéralement incroyable. Tout le monde était dans cette bulle d'énergie et plus personne ne voulait en sortir. C'est la frénésie, c'est la folie du début à la fin. C'est 2 heures dans le guidon, non-stop. Il donnait tout. Pour que ces gamines qui sont là devant, au premier rang, mais jusqu'au fin fond de la salle, rentrent en transe, littéralement. Muriel Belkoff a assisté à tous les concerts de Claude François.
C'est une fan de la première heure. 40 ans après, elle se souvient encore de l'effet produit par ses prestations scéniques hors normes. Vous aviez l'impression d'être happé. C'était comme un aimant. Et nous, on était obligés d'aller vers lui. On était obligés de le toucher, de le tendre les bras, de monter sur scène, oui. Il avait un magnétisme particulier parce qu'il avait envie de donner quelque chose aux gens. Waouh, il nous donnait tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui, quoi. Et pour que ces concerts restent des expériences inoubliables, Claude François termine chaque spectacle par une incroyable explosion de bruit et de lumière, tel un bouquet final. Et tac, le final démarrait. Des explosions, des confettis, de la fumée, des ballons, enfin bref. Et ça finissait dans une hystérie totale. Il voulait que le public sorte du spectacle en marchant comme sur des nuages, quoi, parce qu'il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Seulement, pour pouvoir chaque soir proposer de tels spectacles, Claude François impose à ses équipes une discipline de fer, quitte à se montrer parfois un peu trop intransigeant. 3, 4. Nous sommes le 21 décembre 1977 à Amiens. À 2 heures de son concert, Claude François entame ses ultimes répétitions et vous allez voir qu'un petit rien suffit à provoquer sa colère. On fait l'enchaînement en 3 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé au cuivre? Ce jour-là, on voit Claude François en train d'engueuler, de disputer violemment son musicien parce que ne supportant pas une fausse note. Un peu plus tard, c'est le saxophoniste qui aurait commis une erreur. Agacé, le chanteur s'en prend à tous les membres de l'équipe, de l'éclairagiste. Je suis là. L'autre fois, j'étais pas éclairé. Non, tu vas là. Tu vas trop loin, là, tu plais. Jean-Jacques. Jusqu'au preneur de son. Daniel Cher, il faut reculer, mais de retour avant, vers la salle. Toute l'équipe autour était un peu dans leurs petits souliers. Travailler pour lui, c'était pas de la tarte. Hein. Et puis il pouvait être très dur, hein. Très. C'est une star. Il ne veut pas qu'on discute ce que lui décide. Jean-Jacques, je sais que quelquefois ça vous ennuie de travailler. Moi aussi, quelquefois ça m'ennuie de travailler. Malheureusement, il faut... when you have to do it, you have to do it. C'est même des chansons. C'est pénible à vivre pour les musiciens, parce que même lorsqu'il engueule ses musiciens, c'est un spectacle. Mais ces colères légendaires, Claude François les passait surtout après les spectacles, lorsqu'il convoquait musiciens et Claudette directement dans sa loge. C'était là le fameux tiercé, c'est-à-dire que 3 personnes étaient appelées, le batteur qui avait loupé un enchaînement, le bassiste qui était parti un ton en dessous ou au-dessus. On était obligé de reconnaître chacun qu'on avait fait une erreur. Ça montait en puissance très vite et il piquait des colères terribles. Et donc il pouvait dire des choses très désagréables. T'es un batteur de merde, tout ça, je veux plus jamais te voir, machin. C'est un énervé, c'est un stressé. Il a viré ses batteurs, je sais pas combien de fois. Je t'ai viré 200 fois. Ce tempérament très soupolé, Claude François l'assume, et cela dès le début de sa carrière. Non, quand j'ai pas envie d'être sympathique, je suis pas sympa. Ça m'arrive aussi. C'est mon caractère. L'esprit de finition pousse à l'extrême. Le côté maniaque, en fait, je suis maniaque. C'est quelqu'un qui était dans la perfection. Et il voulait toujours être le meilleur des meilleurs. En fait, Claude François, il a l'obsession d'être numéro 1. Il ne visait que le haut du panier. Il n'y avait pas d'entre-deux avec lui. Et c'est en effet cette volonté implacable d'être le premier qui va permettre à Claude François d'atteindre le sommet. Seulement, dans sa carrière, plusieurs artistes vont faire les frais de ce caractère perfectionniste et colérique. Alain Chamfort, notamment, en fera la redoutable expérience. En 1972, le jeune chanteur est le poulain de Claude François. Il va d'ailleurs faire ses premières parties de concert.
Il disait toujours mon bébé, c'est Chamfort, vous avez vu, Chamfort, Chamfort. C'est comme un père, si vous voulez, qui voit son fils réussir et qui est super content, mais qui est un peu jaloux. Alain Chamfort va avoir très vite du succès. Et cela, Claude François ne va pas le supporter. Quand il voyait que les disques d'Alain Chamfort commençaient à grimper à des places aussi importantes que celles que lui, Claude François, occupait, je pense que ça commençait à le déranger. À partir de là, il se dit, là je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Là. Dans mon spectacle, j'ai une idole avant moi. C'est pas possible. Donc il commence un peu à donner des instructions derrière le dos d'Alain Chamfort. Ces instructions visent à carrément saboter les concerts d'Alain Chamfort. Gérard Louvain, qui produisait les spectacles du jeune chanteur, en témoigne aujourd'hui. Le premier était à Nice, dans un théâtre de verdure, et c'était terrible. Il faisait débrancher les prises. C'est-à-dire qu'à chaque concert, il y avait un problème. Je ne sais pas pourquoi, chaque concert, parce qu'il était jaloux, il voulait que lui, c'était lui la vedette. Alors, pour tenter de sauver les concerts d'Alain Chamfort, Gérard Louvain sera même obligé de prendre des mesures radicales. En vain. À la patinoire de Genève, j'avais mis des personnes à toutes les prises et tout. Je dis Alain, là, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Troisième chanson, il y a un mec qui monte sur scène, qui prend le micro de Chamfort et qui dit « Mesdames, Messieurs, allumez la salle, alerte à la bombe ». Il avait fait... Comme il n'avait pas réussi, il avait dit au mec, il avait fait une alerte à la bombe. Alors, à chaque fois, ça coupait un quart d'heure. Donc le pauvre Alain, après, il ramait. Et puis l'autre, il avait un succès terrible derrière. Pour effacer ses rivaux, Claude François est donc prêt à tout. Y compris à perdre ses proches, ceux qu'il aime le plus. Naples, le 20 mars 1965. C'est le très attendu concours de l'Eurovision, l'un des plus grands rendez-vous télévisuels de l'année. Une jeune chanteuse s'apprête à rentrer en scène. Canta France Gall. France Gall a 18 ans et elle est à l'époque la compagne de Claude François. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Devant les caméras de l'Europe entière, 150 millions de téléspectateurs, c'est colossal à l'époque. France Gall fait l'Eurovision avec une chanson de Gainsbourg qui s'appelle Poupée de cire, poupée de son. Et elle va finalement, contre toute attente, gagner, remporter le premier prix de l'Eurovision. Une victoire inespérée pour la jeune femme et l'assurance de devenir une star pour l'Europe entière. Seulement, France Gall n'aura pas le temps de savourer cet énorme succès, car sa soirée va virer au supplice. Quelques minutes plus tard, lorsqu'elle revient sur scène pour réinterpréter son titre comme le veut alors la tradition, quelque chose ne va pas. Quand vous voyez l'image de France Gall qui vient, jambes tremblantes, elle arrive à peine à marcher, puis le visage tremblant d'émotion, la mâchoire serrée, on se dit, bah, qu'est-ce qu'elle est émue, la petite, puis c'est normal, elle a 18 ans. Tout le monde pense ce soir-là qu'elle est émue parce qu'elle a gagné. En réalité, France Gall vient d'apprendre une terrible nouvelle. Juste après sa victoire, elle s'était jetée sur un téléphone pour partager sa joie avec l'homme qu'elle aime, Claude François. Et la réaction du chanteur est, vous allez le voir, pour le moins déroutante. Et France Gall est une gamine, hein. Elle est très très jeune, hein. Elle est folle amoureuse de lui. France Gall et lui, c'était une passion. Et la première chose qu'elle fait, la première pensée qu'elle a, elle est pour son amoureux. Et elle va prendre le téléphone, le premier téléphone qui se trouve sous sa main, et elle va appeler Claude François, qui est chez lui, boulevard Exelmans, qui est en train de regarder. Mais la réaction de Claude ne va pas être celle qu'elle espérait. Et là, le masque de Claude François à l'autre bout du fil, t'as gagné? Bah moi tu m'as perdu. Clac! Froidement. Il fait pleurer France Gall le jour où elle gagne le grand concours d'Eurovision parce qu'il est jaloux. Bouleversée, France Gall va tout de même prendre sur elle pour interpréter une seconde fois la chanson, comme le veut à l'Eurovision la tradition. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son.
Elle n'a qu'une seule envie, c'est d'éclater en sanglots. Elle est bouleversée parce que son chéri vient de la foutre dehors, quoi. Juste parce qu'elle est devenue une superstar et qu'elle a gagné ce grand concours. Une victoire à l'Eurovision aura donc suffi pour que France Gall passe du statut de fiancé à celui de rival qu'il faut briser, et vite. Qu'il puisse être dépassé par cette femme, je pense qu'à ce moment-là, c'est plus fort que lui, quoi. C'était inenvisageable, je veux dire, pour lui, de vivre avec quelqu'un qui avait plus de succès que lui. Pour lui, c'était même pas, c'était pas possible. Cette attitude pour le moins cavalière de Claude François aura raison de son couple. 2 ans plus tard, lassée par les humiliations de son fiancé, France Gall finira par le quitter. Mais cette rupture va bouleverser à jamais la carrière de Claude François, car elle va lui inspirer l'un de ses plus grands tubes, un hymne au succès planétaire. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et pourtant, cette chanson a bien failli ne jamais voir le jour. Au départ, c'est le parolier Jacques Revaux qui a proposé la mélodie à Claude François. Mais le chanteur va dans un premier temps la refuser catégoriquement. C'est vraiment le tube mondial qui a failli ne jamais exister. Claude faisait des chansons qui étaient toujours extrêmement rapides. Il faisait jamais de slow. Et donc, quand il a reçu la maquette, son directeur artistique, hop, au rebut. Quelques mois plus tard, Jacques Revaux retente sa chance, sans trop y croire. Lorsqu'il rejoint le chanteur au bord de sa piscine, il ne se doute pas que la vie privée de Claude François vient de connaître un bouleversement. Et là, il me fait « Ah, Jaco, viens, prends ta guitare, chante-moi ta merde !» J'avais 27 ans, j'étais encore un peu timide et je rougis facilement. « Arrête de rougir, viens, chante-moi ta merde !» Bon, je lui chante cette chanson et le hasard fait que quelques jours avant, il avait rompu avec France Gall et qu'il avait griffonné sur une petite nappe de restaurant un départ de texte qui faisait « Je me lève et je te bouscule » qui collait à une note près, à merveille, sur mon départ de musique. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Ça veut dire que c'est un couple qui maintenant vit ensemble sans vraiment savoir pourquoi, n'est plus attentif à l'autre. Chacun va prendre son petit déjeuner tout seul et on sent bien que le couple est en bout de vie. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je fais sourire, oui comme d'habitude, je vais même rire, comme d'habitude, enfin je vais vivre, oui comme d'habitude. Ce qu'il raconte là, c'est ce qu'il a vécu avec France Gall jusqu'au moment où elle l'a quitté. C'est donc une histoire de sa vie. Donc c'est pour ça que sur scène, elle a toujours pris une dimension de vérité. Grâce à ce titre, Claude François donne un nouveau tournant à sa carrière. Il devient même une star planétaire, car cette chanson va faire le tour du monde. And cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as
tears subside, I find it all so amusing. Quand Sinatra et Elvis ont repris, évidemment, ça a donné un impact très fort, quoi. Il y a 2763 versions aujourd'hui de Comme d'habitude qui existent. Il n'y a pas une minute au monde où la chanson n'est pas jouée. Ça s'appelle un standard. Personne n'imaginait un instant que cette chanson allait devenir un succès planétaire. Comme d'habitude, raconte une rupture amoureuse et cela touche le public. Mais cette chanson dévoile aussi une facette méconnue de Claude François, celle d'un homme fragile, marqué par des blessures qui remontent jusqu'à son enfance. La vie de Claude François a pourtant commencé comme un conte de fées. Claude François est né en Égypte. Il est né à Ismailia, une petite ville au bord du canal de Suez. Il y a une opulence, il y a de l'argent, tout un tas d'employés de maison. C'est une vie très coloniale finalement. Avec toute la famille, avec cette belle maison, avec les domestiques. C'était vraiment son univers. Son père, Aimé François, a un poste prestigieux. Contrôleur du canal de Suez. Il est très impressionné par ce père qui dirige d'une main de maître le trafic des bateaux. Le jeune Claude François goûte à l'enfance dorée des expatriés dans une Égypte encore sous protectorat français. Le mec, il vient d'un pays où ils avaient une vraie vie de grands bourgeois. Bon, et puis tout à coup, boum. En octobre 1956, le destin de la famille de Claude François bascule brutalement. Le gouvernement égyptien décide de nationaliser le canal de Suez et de chasser tous les Occidentaux du pays. Claude, son père, sa mère et sa sœur sont alors jetés hors d'Égypte, manu militari. Ça a été très rapide. Sa maman n'a même pas pu emporter son alliance. Il y avait des mesures vexatoires terribles. C'est-à-dire que finalement, quand ces gens ont dû fuir, c'était vraiment un exode sur un paquebot. Et là, soudain, Claude et sa famille se sont retrouvés de personnes très chanceuses et très privilégiées à des réfugiés. Cette histoire-là, c'est un pivot de sa vie. Dès lors, Claude François va vivre la période la plus traumatisante de sa vie. Débarquée en France, la famille François est ruinée. Elle emménage dans le premier appartement trouvé sur la Côte d'Azur, à Monaco. Ils se retrouvent là, mais au niveau le plus bas. Ils sont très très pauvres, ils vont emménager dans un appartement où il n'y a même pas de salle de bain, c'est une petite pièce. Et là c'est plus que des vaches maigres. Hein. Ils n'ont plus rien, ils dorment par terre, ils mangent du pain rassis. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter du pain frais, donc ils demandaient à la boulangère « Qu'est-ce que vous faites du pain de la veille ?» Ah bah je le garde parce qu'il y a des gens qui me l'achètent moins cher pour leurs animaux. Ah bah ça tombe bien, j'ai un chien. Vous me gardez du pain rassis et je viendrai l'acheter. En fait, c'était pas pour le chien, c'était pour la famille. Et ils se nourrissaient avec de la vinaigrette, voilà, dans laquelle ils trempaient du pain rassis. Ces 3 ans de misère, Claude François va les raconter dans une chanson, l'une des plus bouleversantes de son répertoire. Dans les rues de la haute ville, j'ai vu mon destin difficile. Je devrais pour arriver serrer les poings bien des années, lançant des pierres contre le vent. J'ai fait des rêves de géant. Je suis devenu fort à 17 ans. Cette chanson, 17 ans, raconte cette période de sa vie où il va tout faire pour y arriver, où il va serrer les poings pendant des années pour s'en sortir. Serrer les poings, Claude François n'a pas le choix. D'autant que son père ne supporte pas ce changement de vie brutal.
il sombre dans une dépression et arrêtera même de travailler. Ce monsieur qui avait toujours été très respecté et qui était habitué à donner des ordres plus qu'à en recevoir, a dû se rendre compte que personne ne l'attendait, que personne ne le connaissait, et ça l'a fait sombrer dans un désespoir total, et il a sombré dans l'alcool. L'homme est humilié. Dirigeant du canal de Suez, il est là à faire la manche, c'est très compliqué. Et qui est devenu l'homme de la famille à cette époque-là? C'est Claude. Le mec, il était tout seul pour faire vivre tout son petit monde, là. Il fallait s'en sortir, mon père pouvait pas travailler, il était malade, etc. Enfin, on avait toute la famille qui était pas très bien. Il a fallu que je m'en sorte pour tout le monde. Alors pour nourrir sa famille, Claude François doit trouver un moyen de gagner de l'argent, et vite. Et pour cela, il va avoir une idée, jouer de la musique. Lorsque Claude François exercera ses premiers métiers de percussionniste et de batteur, c'est finalement un reste de son enfance. Lui qui jouait déjà dans les rues en Égypte sur des espèces de petits tambours en terre cuite, finalement, il s'est orienté vers la musique. Et sans cet enfance, je pense qu'il n'aurait pas fait ce métier de musicien percussionniste au tout début de sa carrière. Moi, j'étais le fameux pecno qui acceptait 500 balles. On me prenait partout. Claude gagne alors ses premiers cachets. Il est fier de pouvoir nourrir sa famille. Et il pense que son père, Aimé, lui sera reconnaissant. Seulement, ce sera tout le contraire. Quand son père a su qu'il se dirigeait dans l'artistique, son père, qui était plutôt un bourgeois à l'ancienne, pour lui, être musicien, c'était le pire des métiers. Le père de Claude François sera très clair dans ses propos. Il refuse d'avoir un saltimbanque dans sa famille. Alors qu'il devrait au contraire être fier de son fils qui fait le maximum pour s'en sortir et donner à sa famille de quoi se nourrir, son père ne veut pas de saltimbanque dans la famille, c'est pas un métier. Claude François le prend très mal. Entre le père et le fils, la rupture est définitive. Et là, c'est une lutte entre le fils et le père. Ils n'en viennent pas aux mains, mais les paroles sont très violentes. Claude François est violent aussi avec son père en parole. Regarde ce que tu es devenu, rien, on n'a plus d'argent. Le père, Aimé François, refuse de parler à son fils tant qu'il exercera un métier de saltimbanque. Claude ne réussira jamais à renouer avec son père. Et ça, ce sera une déchirure terrible. En fait, Aimé François renie totalement son fils. Et jusqu'à la mort. Cette blessure n'aura pas le temps de se refermer. Car quelques mois plus tard, une autre personne va lui tourner le dos. Une personne dont Claude François était pourtant éperdument amoureux. Octobre 1959. Claude François, alors percussionniste dans un orchestre de Monaco, fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Une jeune danseuse anglaise de 20 ans qui s'appelle Jeannette. Il réussit à séduire la plus jolie danseuse. Elle est magnifique. Elle a un corps de rêve. Elle a un accent anglais. Elle a un charme fou. Et là, quelle fierté pour lui. Je veux dire, il se promenait au bras de cette fille dans les rues de Monte-Carlo. Il était fier, et fier qu'elle l'aime. Claude est tellement amoureux qu'il va la demander en mariage. Jeannette, c'est sa première femme, hein, c'est la seule femme brune qu'il va avoir dans sa vie. Et c'est aussi la seule avec qui il va se marier. 2 ans plus tard, le couple décide de tenter sa chance à Paris. Lui veut faire carrière dans la chanson et elle dans la danse. Seulement, rien ne va se passer comme prévu. Il est chanteur d'un orchestre qui s'appelle les Gamblers, il passe dans une boîte de nuit. Il galère un peu, c'est-à-dire qu'il fait un peu des chœurs, des percussions. Il n'a pas enregistré de disque finalement. Rien ne marche. Si Claude François ne parvient pas à percer, Jeannette, elle, au contraire, rencontre très vite le succès. Jeannette trouve immédiatement un emploi dans les ballets de l'Olympia, donc elle gagne très bien sa vie, et c'est elle qui fait vivre un peu son jeune époux, Claude François. Jeannette va se retrouver engagée dans les danseuses auprès d'un chanteur qui marche très fort à l'époque, qui est une idole avant l'heure, c'est Gilbert Bécaud.
maintenant, que ai-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Elle sympathise avec le jeune Gilbert Bécaud, qui n'est pas insensible à la beauté, évidemment, de Jeannette. Et puis, évidemment, il l'a repéré. Et du coup, l'histoire a commencé. Gilbert Bécaud et Jeannette tombent amoureux. Claude François, qui non seulement n'a aucun succès, vient de perdre l'amour de sa vie. À un moment, elle en a marre de vivre dans un meublé pourri. Bécaud lui propose une autre vie et elle quitte Claude François pour aller vivre avec Bécaud une vie plus riche, plus dense. Et il était avec une fille qui était très belle et qui tout à coup se barre pour la star absolue. Donc c'est rude quand même quand on est rien au départ. C'est dur de prendre des coups dans la tronche comme ça. Après son père, c'est donc au tour de Jeannette de l'abandonner. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette rupture va agir sur Claude François comme un électrochoc. La rupture avec Jeannette déclenche cette envie de revanche. Pour moi, c'est l'événement qui construira et qui fera Claude François. Peut-être plus que la difficulté qu'il a rencontrée avec son père. Ces blessures intimes vont décupler la volonté de Claude François de réussir à tout prix. À tel point qu'il ne lui faudra que quelques semaines pour accomplir un miracle. Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Octobre 1962, Claude François apparaît à la télévision métamorphosé. Il crève l'écran avec cette chanson qui va devenir un véritable tube. Belle, belle, belle de jour en jour. Claude, il arrive, il est plutôt fluet, il danse, alors en plus dans la neige avec ce pull rouge, on ne voit que lui, et ça a eu un impact considérable. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou, d'elle, d'elle, d'elle de jour en jour. C'était du jamais vu, tout simplement, parce qu'on n'avait jamais vu un chanteur qui dansait comme ça. Il émanait de lui une joie de vivre, une sympathie et une jeunesse qui était totalement contagieuse. Du jour au lendemain, c'est le conte de fées qui démarre, et c'est la folie. Le tourbillon commence, Claude François devient Claude François. Mais tu tiendras là le vrai bonheur, aux yeux de ton cœur, elle sera belle, belle, belle comme le jour. Ce titre fait entrer Claude François dans la cour des grands. Il s'écoule à 2 millions d'exemplaires. Alors comment en quelques semaines seulement, celui sur lequel personne ne voulait plus parier est-il devenu la coqueluche du moment? En réalité, c'est grâce à un incroyable hasard que le chanteur découvre la chanson qui va véritablement lancer sa carrière. Trois semaines seulement avant l'enregistrement de Belle, 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 Claude François entend à la radio une chanson américaine au rythme particulièrement entraînant. Et c'est en entendant ces quelques notes toutes simples que le déclic va se produire. Un jour, il tombe sur une chanson des Everly Brothers qui s'appelle Made to Love. Et il dit, cette chanson, elle est pour moi. J'adore cette chanson, elle est pour moi, elle est pour moi. Il savait que c'était exactement la musique et les notes qu'il lui fallait pour habiller, lui, sa voix. Claude François a flairé la bonne affaire. Il veut absolument adapter ce titre pour la France. Problème, la version française a déjà été réservée pour un autre chanteur. Une chanson qui, à l'époque, était prévue pour un autre chanteur qui, à l'époque, avait plus de succès que lui, ce qui n'était pas difficile, qui s'appelle Lucky Blondeau. Claude François prend alors rendez-vous avec Lucky Blondeau et son directeur artistique. Et pour les convaincre de lui céder ce titre, il a une idée. Leur faire croire que cette chanson est pour lui vitale. Dans un jeu de séduction auprès de son directeur artistique, il lui dit, écoute, si tu ne me donnes pas cette chanson, je suis foutu. Donne-moi ce disque, je t'en fais
500 000 exemplaires. Et Claude insiste, et il insiste tellement, il finit par obtenir qu'on lui donne cette chanson. Une fois le titre en poche, le destin va lui donner un coup de pouce. L'émission phare de l'époque, Salut les copains, va le sacrer chouchou de la semaine et diffuser son titre en boucle à l'antenne. Le nouveau chouchou. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Vrai coup de chance dans la carrière de Clo-Clo, c'est que Daniel Philippaki, qui présente l'émission Salut les copains, adore la chanson de Claude François. Le chouchou de la semaine, ce qui fait qu'il passait 2 fois par jour, boum. Chouchou de la semaine, c'est-à-dire, c'est pratiquement lui prédire tout de suite une place de numéro 1 au top 50. Du jour au lendemain, voilà Claude François propulsé au rang de star de la chanson. Mais le plus difficile reste à venir, car l'artiste doit durer. Pour ça, il a une idée géniale qui va lui assurer la tête des hit-parades. Nous sommes en 1961 et voilà à quoi ressemblent les concerts de la plus grande star du moment, Johnny Hallyday. Bilan de ce petit festival, 2 millions de dégâts, quelques bosses, des yeux au beurre noir et un cimetière de chaises cassées. Bref, du grand art. Ça se terminait très souvent en bagarre, les concerts de Johnny. Son show pouvait appeler une certaine violence et révéler une certaine violence. Voilà. Les petits loupards qui venaient n'étaient pas les derniers à casser les chaises, à envoyer valdinguer les chaises et à se battre entre eux. À l'époque, à cause de ces violences, une bonne partie des Français interdisent à leurs enfants de se rendre au concert de Johnny. Et cela, Claude François l'a bien compris. Alors, dès ses débuts, il choisit l'extrême inverse. Il sera l'idole, sage et rassurante, autour de laquelle tout le monde peut se rassembler. Vous allez venir un petit peu par ici, mais gentiment, hein, sans trop vous approcher. On va essayer de chanter une petite chanson ensemble. Mais gentiment, hein, sans griffes, sans coups, sans caresses. 1, 2, 3, 4, et 1. Il faut absolument plaire aux mamans, mais aussi aux mamies. Et pour cela, il faut être un gendre idéal. Ces concerts ne se terminaient pas en bagarre, loin de là. Le créneau du gentil garçon est porteur et tout au long des années 60, Claude François va s'y tenir. Des années plus tard, en 1976, il le racontera même dans une chanson culte. Je suis désolé, ils étaient tous en blouson de cuir. Donc lui, il était en cravate et voilà, il voulait avoir la classe. En assumant un look à part, Claude François a visé juste. Et ce n'est pas tout. Pour transformer chacune de ses chansons en tube et plaire à un public de 7 à 77 ans, il va proposer des chansons aux paroles faciles et compréhensibles par tous. Il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en fleurs, ne reste pas dans la file. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Oui, viens à la maison. Il y a l'amoureux qui parlait à sa fiancée, viens à la maison, il y a le patron qui chante. C'est simple. Il n'y a pas la peine de faire un doc de philo pour comprendre la chanson. Il faut qu'il soit dans toutes les familles. Et dans toutes les familles, c'est quoi? C'est pas forcément des intellectuels. C'est ce qui marche le mieux, hein. Ils sont contents, les gens.
lundi, s'il y a du soleil dehors, que j'entends pas quelqu'un dire « Tiens, c'est le lundi au soleil ». Il avait tout compris, c'est tout. Claude François cartonne. Chacune de ses chansons se transforme en tube. Il tient sa revanche. Mais l'artiste ne va pas s'en contenter. Il veut maintenant panser les blessures de son enfance. Ainsi, avec ses premiers cachets, il va offrir à sa famille un lieu d'exception, une maison du bonheur. Le moulin de Danemois, c'était son havre de paix. Et c'était un endroit féerique, quoi. C'était un lieu magique pour lui. Il y avait 30 pièces, une piscine et un jardin auquel il tenait énormément. Il adorait se promener dans son jardin, il était fier de son moulin. Il adorait les plantes, il adorait jardiner. Et souvent, quand il rentrait de gala le matin vers 5 ou 6 heures, quand c'était au printemps ou en été, il allait tailler ses rosiers et s'occuper de ses fleurs avant d'aller se coucher. Et il adorait ça. C'est extrêmement difficile de faire un beau jardin. Alors j'ai préféré m'en remettre à un paysagiste qui est d'ailleurs très très connu, qui fait les jardins publics de Paris en général, qui fait le jardin de Versailles. Le principal, c'est de faire un bon fond de verdure. Un gazon, c'est capital aussi. C'est très long et très embêtant, mais c'est un petit peu la moquette d'un appartement, le gazon. Voilà, je viens d'apprendre ce que c'était qu'un bon fond de gazon. C'est le perfectionnisme de Claude François. S'il y avait un grain de gazon qui dépassait un peu trop, il devait faire un scandale, il devait ou engueuler quelqu'un ou le couper lui-même. Si Claude est à ce point perfectionniste avec son moulin, c'est que ce lieu a une place symbolique très forte dans sa vie. Le moulin, ça représente justement ce qu'il a perdu en Égypte. Il essaie de reproduire sa vie d'enfant. Il voulait aussi, bien sûr, redonner à sa maman une grande maison avec le personnel qui s'en occupait. D'ailleurs, il avait des serviteurs égyptiens au moulin. Il avait recréé un univers familial dans le luxe et surtout dans l'hospitalité. C'est cet endroit qu'il fabrique comme un vestige de l'ancien temps et de ses fastes d'autrefois, quoi. Donc là, il refaisait son petit paradis. Un paradis de verdure dont il rêve depuis longtemps et qu'il va même chanter dans l'un de ses tubes les plus joyeux. J'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur, je bâtirais une ferme, une grange et une barrière, et j'y mettrais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur. Tout le monde chante encore. Oh, oh. Le fameux « si j'avais un marteau », je construirais une ferme, je mettrais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, oh, ce serait le bonheur. Ben voilà, le bonheur pour lui, c'est ce fameux moulin. Il a reconstruit un cocon familial. Et le soir pour la soupe, j'appellerai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur. Ce bonheur enfin retrouvé, Claude François l'affiche fièrement devant les caméras de télévision. Et notamment en se mettant en scène avec son fils, Claude Junior. T'as vu comme il mange le cygne? Pas d'histoire comme ça pour faire miam miam, hein, pour manger. Allez, bon, pas d'histoire. C'est un père présent, un père proche de son fils, le papa parfait. Je suis blond et tu es blond. Tu as les mêmes yeux que moi. Tu es la réussite que je n'attendais pas. C'est une histoire d'homme. Mais derrière ce bonheur de façade, derrière les murs du moulin, Claude François cache un terrible secret qu'il va garder jalousement pendant si longues années. Une histoire qui révèle la part d'ombre de l'idole. Et le paradoxe de ce moulin, c'est que ça devait être justement le havre de paix, l'endroit où tout est cool, tout est doux, tout est en harmonie. Et puis ça va être aussi l'endroit où on va planquer beaucoup de choses. Cela semble à peine croyable, mais au moulin, chaque après-midi,
les visiteurs qui s'aventuraient au bord de la piscine étaient témoins d'un phénomène étrange, juste au-dessus de leur tête. Les invités parfois sont perturbés. On aperçoit comme la silhouette d'un enfant qui on ne sait pas exactement ce qui se passe. De temps en temps, on voyait une petite frimousse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu flippant. Il y a un deuxième enfant que vous voyez au fond. Il était dans une pièce, quand on rentrait à gauche, là, dans la cour, on le voyait au premier étage. Alors, qui est la petite silhouette qui se cache derrière les fenêtres? En fait, Claude François n'a pas un, mais deux fils. Claude Junior, mais aussi un fils caché, Marc, né un an plus tard, en 1969, dans le plus grand des secrets. Il a pris une décision hallucinante, il n'y a pas d'autre mot, ça a été de cacher son deuxième fils, de cacher la naissance et l'existence de Marc. Les gens allaient au moulin, il y avait des fêtes au moulin, il y avait tout ce qu'on veut, mais on ne voyait jamais Marc. Il n'avait pas le droit de descendre et il restait à jouer dans la maison, dans les chambres, dans les salles de jeu. Il est confiné dans cette grande chambre, navigue un peu à l'intérieur de la maison, mais il n'a pas le droit de sortir dès qu'il y a quelqu'un qui est extérieur de la maison, c'est-à-dire il n'existe pas. Pendant 6 ans, Claude François ne révélera jamais la vérité. C'est terriblement triste pour ce petit garçon qui passe les 6 premières années de sa vie planqué, et surtout, quand on ne le planque pas, il faut qu'il ressemble à son frère, de manière à ce qu'on ne se rende pas compte que peut-être il y en a un deuxième. Enfin, c'est terrible, c'est terrible. Ça devait être très difficile de savoir son frère exposé et lui caché, quoi. Ça devait être très dur. Hein. Ça a été un enfant qui faisait toutes les bêtises possibles pour se faire remarquer. Je veux dire, il mettait du bain moussant dans la piscine du moulin, ça c'est sûr qu'on le remarquait. Voilà. Alors maintenant, ça fait sourire, il s'est fait bien engueuler, mais au moins, pendant que son père l'engueulait, il existait. Alors pourquoi Claude François a-t-il pendant des années caché l'existence de ce deuxième fils? Eh bien, vous allez voir que les raisons du chanteur sont pour le moins déroutantes. Claude avait peur, selon sa propre expression, de passer pour un pépère. Il avait l'impression que si les fans, si son public essentiellement féminin, savait qu'il avait 2 enfants, il aurait auprès de ce public une image d'homme rangé, pépère, et que ça risquait de nuire à sa carrière. C'est vrai que Claude devait rester le fiancé de toutes ces jeunes femmes, et dans la mesure où il est un peu, il y a Bobonne et les 2 enfants, le fantasme il est cassé. Un enfant, bon encore, mais 2, c'était pas possible, quoi. C'est de la famille nombreuse à ce moment-là, c'était insupportable. Aucune idole avait une tribu d'enfants, ça ne se faisait pas. Mais Claude François n'aura pas les mêmes explications. Plus tard, il dira qu'il voulait protéger son fils cadet du harcèlement médiatique. Il n'en demeure pas moins que Claude François aura in fine sacrifié la liberté et l'identité de son deuxième enfant sans la moindre hésitation. Marc, c'est la face sombre de Claude. Ça montre une facette un peu noire et un peu triste de ce personnage. Je pense que là, Claude a vraiment commis une grave erreur humaine. Une grave erreur que Claude François va réparer devant les caméras de télévision quelques mois seulement avant sa mort. Décembre 1977. Claude François a choisi une grand-messe médiatique, animée par son ami Michel Drucker, pour que son deuxième fils fasse sa toute première apparition télévisuelle devant la France entière. On va d'ailleurs les applaudir car ils sont terrorisés, ils ont peur de trac. Monsieur Marc et Monsieur Claude, fils de Claude François. Voilà. Bon, alors lui m'a dit tout à l'heure, il y a papa, j'espère qu'il ne va pas nous disputer parce qu'on a peur. Tu as dit ça? Oui, alors ça va mieux. Non, c'est l'autre. Il dit toujours. Oui, Tu n'arrêtes pas de parler, toi. Hein. Alors vous êtes prêts? On voit ces 2 petits garçons aussi blonds l'un que l'autre au piano qui vont jouer un morceau à 4 mains. Il y a
les deux petits, ils sont blonds, ils ont la même coupe comme ça, à la Stone, ils sont beaux comme des dieux. Et Claude, en fait, là, si on regarde bien, on voit la fierté du père. Ils sont mignons. Tu as remarqué qu'il lui reste pas beaucoup de dents devant Marc, Ah ouais. parce que c'est le bagarreur de la famille. Lui, c'est le petit calme. Remarque, comme il est un peu plus grand, il en fait voir des vertes et des pas mûres à son frère. Il va même, je crois, jusqu'à dire Marc, voilà, c'est le bagarreur de la famille. Et quand vous regardez ça, vous, téléspectateurs, moi, 10 ans, en fait, on a un peu tous envie d'être à la place de ces deux gosses dont le papa est une idole et en plus, un super papa trop cool. Cette révélation qui donne de Claude François l'image d'un super papa n'a en fait rien de spontané. En effet, les ventes de ses disques ralentissent. Alors le chanteur cherche une idée pour faire le buzz dans les médias. Son bureau était un peu grand comme le mien. Et il est au bureau, il y a Bourter, il y a je ne sais plus qui. Moi, je suis assis par terre parce qu'il n'y a que 2 fauteuils. Et on cherchait une solution pour rebooster. C'était une période un peu comme ça. Et il dit je vais sortir Marc. Donc Claude François décide d'annoncer lui-même l'existence de son deuxième fils. Et il a sorti Marc et le lendemain, c'était... Cette opération de communication bien huilée n'est pas une première. Durant toute sa carrière, Claude François a manipulé les médias pour faire parler de lui. Et surtout rester sur le devant de la scène, quitte parfois à aller beaucoup trop loin. « 17 mars 1970, sur le tarmac de l'aéroport de Marseille. Toute la presse est convoquée pour suivre cette ambulance qui transporte un homme qu'on dit entre la vie et la mort. Il s'agit de Claude François. 1 heure plus tard, les médias sont au rendez-vous pour le voir débarquer à Paris. On voit un Claude François à la descente de l'avion, dans une civière, avec son producteur Lederman à côté. Moi, je me rappelle, par l'arrière, sur le brancard, avec Lederman aux abois, les fans qui criaient, tout le monde disait « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Eh bien, je pense qu'il n'est pas utile de demander quelques mots à Claude. Simplement, appelle Lederman. Grave ou non? C'est très grave, il en peut plus. Il est complètement épuisé. On a Lederman à côté qui répond aux questions en disant, avec une tête d'enterrement, il est gravement malade, il est presque mort, hein, si on écoute le ton de Lederman. C'est très grave, il en peut plus. Il est complètement épuisé. On ne sait pas ce qui se passe. Qu'arrive-t-il à Claude François? Mais ce que tout le monde ignore alors, c'est qu'il s'agit en fait d'une véritable mise en scène. Personne ne remarque certains petits détails troublants. Ce qu'on voit dans cette image, c'est une dramaturgie, une mise en scène extraordinaire. Il est parfaitement maquillé. Et Claude François gémit sur sa civière. Enfin, il joue très très bien, c'est un très très bon acteur. C'est un malin. C'est un malin. En réalité, Claude François s'est entendu avec son producteur pour s'assurer les gros titres de la presse. L'idée était de simuler un faux malaise sur scène. Et pour réussir ce coup d'éclat, le chanteur a choisi un de ses concerts à Marseille. On savait que ce serait bourré à Marseille, de toute façon c'était inévitable. Bon ben voilà, Lederman avait organisé, au bout de tant de chansons, Claude simulait un malaise. Nous sommes obligés d'arrêter, Claude François vient d'avoir un malaise. Vers la fin, pour éviter de rembourser. Le scénario est bien ficelé. À peine arrivé à la clinique, la presse est convoquée au chevet du chanteur qui raconte son malaise en détail. C'était juste la finale du Tour de Charles. Je venais de faire 3-4 pas dedans, j'étais vers l'orgue, j'ai eu soudain cette poussée, et cette fois-ci, elle est montée complètement, et je suis tombé, et enfin je suppose, j'ai plus rien vu, je me souviens plus de rien. Pour crédibiliser la version donnée par Claude François, Paul Lederman, le producteur du chanteur, donne lui aussi une interview dans les jardins de la clinique. Maintenant, je vais tout supprimer, enfin je vais lui faire un planning normal où Claude pourra dormir
manger, même s'il n'est pas content, même s'il veut faire ce métier, il est obligé, comme tous les êtres humains, à dormir, à manger, à se reposer de temps en temps. Ce qui est génial, c'est le rôle de Lederman aussi dans cette histoire, qui n'hésite pas devant la clinique à dire aux gens « je suis obligé de le faire manger, de l'obliger à dormir », parce que lui, pour ses fans, il serait prêt à donner sa vie. La vie de Claude est en fait celle d'un héros de tragédie. Ça ne lui suffisait pas, Claude François, d'être simplement un chanteur à succès. Il voulait construire une légende. Son but, c'était d'être un mythe. Durant toute sa carrière, Claude François ne ratera jamais une occasion de mettre en scène sa vie privée, y compris lorsque les circonstances sont réellement tragiques. Le 5 septembre 1975, Claude François est descendu dans ce grand hôtel londonien. Et cette fois, il va vraiment frôler la mort. Il est à Londres pour enregistrer la version anglaise du Téléphone pleure. Et il est descendu comme d'habitude dans son hôtel de prédilection, qui est le Hilton. Et il est 13h30 lorsque Claude sort de sa chambre pour se rendre au studio d'enregistrement. Et soudain, une explosion, mais une explosion, la guerre. Une bombe déposée par un groupe terroriste vient de réduire le hall de l'immeuble en cendres. Ça a duré 6-7 secondes. J'ai dit 2-3 mots avec mes amis. J'ai parlé de ma chemise, je ne sais plus pourquoi, à quelqu'un. Et je me souviens que c'est à partir du moment où j'ai dit « et ma chemise », l'explosion a eu lieu. On a été soulevé de terre, projeté contre l'arrière et on a reçu des kilos de choses partout. Il sort de l'ascenseur et en face de lui, qui sortait de l'ascenseur, il y avait une femme ou un homme assez grand et la bombe a explosé là. Et il me dit, ce pauvre homme là, il m'a sauvé la vie. Parce que c'est lui qui s'est pris tout en pleine poire et moi j'étais juste derrière. Il avait, dans les cheveux, il m'a montré, il avait des trucs qui étaient tombés du plafond, des bouts de chair et tout ça. C'était terrible. Vous êtes blessé? Moi j'ai les 2 tympans qui sont... Ça aura des conséquences pour la suite de votre carrière? Je sais pas, je vais voir le spécialiste maintenant qui vient me le dire, mais je crois qu'une opération, au pire des cas, est possible. On coupe, on recoue les 2 lèvres du tympan. Chose incroyable, Claude François, qui vient d'échapper miraculeusement à un attentat, va tout de suite retourner l'événement à son avantage. Pour continuer à façonner sa légende, il organise quelques jours plus tard une séance photo un peu particulière. Il y a une fameuse photo où on le voit en train de se faire ausculter par un médecin avec les 2 fils qui sont là postés autour. Cette photo est une photo posée. Claude François est maquillé sur la photo. Il a transformé ça en séance photo, il a fait venir le photographe qu'il fallait, il a fait venir ses fils Marc et Claude pour être là, pour avoir encore une ambiance familiale et dramatique. Donc de cet attentat qui est un vrai événement auquel il a réchappé, il arrive quand même à en tirer une mise en scène derrière, chez le médecin, avec auscultation des oreilles et ces 2 gamins qui sont là. Dès qu'il en a l'occasion, Claude François apparaît donc comme un surhomme qui réchappe aux pires tragédies et qui se bat pour s'en sortir. Une image qui plaît au grand public et notamment aux femmes qui aiment ce séducteur à la fois fragile et invincible. Formidable, terrible, il est beau, c'est formidable. Claude François en joue dans des mises en scène, vous allez le voir, parfaitement maîtrisées. La gestion des fans, elle est fascinante chez Claude François. C'est-à-dire, il faut toujours qu'il y ait des fans. Il y en a une qui est un peu la cheftaine des fans et qui prévient tout le monde de manière à ce qu'il y ait toujours des fans sur le chemin de Claude François. Tout était organisé, planifié. Les fans se relayaient à chaque point de rendez-vous de sa journée. Il disait à la chef des fans telle heure à tel endroit, puis quand il les faisait « Ah, arrêtez, vous êtes encore là », enfin bon, c'est... Il marche sur le trottoir, il sort de chez lui, on l'accompagne jusqu'à sa voiture, on lui tient la main, on lui fait la bise, il se laisse faire. Regardez les images d'archives, quoi, c'est fou. Quand la voiture partait sur le boulevard, la vitre était donc baissée. Il commençait à rouler, mais alors tout doucement. Il passait de fille en fille pour donner la main, donner une bise, récupérer une lettre, échanger 2-3 mots.
Et il nous donnait la main jusqu'à ce qu'il ne nous voyait plus dans le rétroviseur. C'est un bonheur, voilà, c'est Dieu qui apparaît, quoi. Il y en a qui vont dans les églises, ben nous on était au 46 boulevard Exelmans, quoi. Voilà, c'est tout. C'est Dieu. Il n'y a pas que son image que Claude François soigne en jouant les Casanova mystiques. Car en fait, le chanteur est habité par d'autres motivations, plus terre à terre celle-là. Oh non, faut pas être violent, Chaque fille qui croisait son regard, si elle avait un tant soit peu le physique qui correspondait et l'âge qui correspondait à son gibier, elle était bonne. Il y a des parterres de filles qui dorment dans l'escalier. Bon, bah, c'est difficile de ne pas se pencher. Hein. Bon, elles avaient quoi, 16 ans, c'est vrai, 16, 17, mais évidemment. En effet, les nuées de filles qui accompagnent le chanteur servent aussi à satisfaire l'appétit insatiable de la star pour les femmes. L'homme a d'ailleurs des goûts bien précis. Il ne s'en cache pas. Souvenez-vous de cette chanson en apparence anodine. Elle est dans mon sommeil comme une fleur, un soleil sans soleil et sans chaleur. Vous pouvez m'aider à la trouver. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Il décrit une femme qui correspond exactement au type de fille qu'il recherchait. Belinda, c'est ça. Hein, elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Voilà. Dans ce tube, Claude François dévoile son goût pour un type de fille bien précis. Blonde aux yeux bleus, quoi. Le petit nerf troussé. Ah ouais, il y a les critères. Il disait toujours, moi, un bébé blond avec un petit nez, une grosse bouche et des yeux clairs, c'était son profil, il le décrivait comme étant, je veux dire, son standard à lui. Claude François ne s'en cache pas. Il aime les filles blondes aux yeux clairs. Mais surtout, il les aime très jeunes. Il l'affirme même en interview, comme ici en 1973 en Belgique, sans aucun complexe. Moi, je suis obsédé carrément. Et puis, je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me voir. Je vais te dire, c'est, même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, t'aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Il raconte qu'il a des aventures avec des filles au-delà de 18 ans, heureusement pour lui, mais ça veut dire que, à demi-mot, hein, on comprend qu'il a aussi des relations avec des filles qui ont en dessous de 18 ans. En fait, il aimait les jeunes femmes. Pourquoi? Parce que elles avaient ce côté inconsciente. Moi, je sais que je corresponds à une catégorie de filles d'un certain âge. Il se trouve que par bonheur, ça soit la même catégorie. Des filles hyper tendues, passionnées. Ça représente cette espèce de fougue, de folie qu'il y a entre 14 et 18 ans. Or moi, je suis, si tu veux, j'ai 14 à 18 ans depuis des années, parce que elle est comme ça, ma nature. Je transpire facilement, je m'excite facilement, je m'énerve facilement, je me passionne facilement. On analyse parfaitement que le personnage de Claude François n'est pas si sain, n'est pas si propre que l'image qu'il a créée de toute pièce. Voilà tout le paradoxe de Claude François. Derrière une image parfaitement maîtrisée se cache en réalité la faiblesse d'un homme animé par des pulsions tellement fortes qu'elles ont bien failli briser sa réputation et sa carrière. Voici Prisca. Elle était une jeune fan avant de devenir Claudette. Elle était blonde, les yeux clairs, elle était très jeune, la femme parfaite pour Claude François. Et elle nous le confirme devant notre caméra. Le chanteur a eu un jour à son égard une attitude équivoque. J'ai senti en fait que je correspondais complètement à ce qu'il aimait, quoi. Et j'ai fait cette séance de photos chez lui, qui était une photo nue. J'avais 14 ans et demi, j'avais à peine 15 ans.
Des photos érotiques. Voilà la passion inavouable du chanteur qui, tout au long de la séance photo, joue sur l'ambiguïté de ses intentions. À la fin de cette prise de photo, il m'a dit « Si tu veux, tu vas dans la salle de bain, si tu veux te rafraîchir, etc. » Alors, à un moment, j'ai eu peur quand même, parce que pour aller dans la salle de bain, il fallait passer dans sa chambre. Et puis, il était assis sur le lit. Et il m'a dit « Viens, allez, viens t'asseoir à côté de moi. » Alors, je me suis assise, j'étais raide, je me rappelle, j'étais assise comme ça, j'avais les mains entre les cuisses. Et puis, et il me regarde avec un sourire. Et il me dit « Tu veux toujours être Claudette ?» Et là, oh oui. Et puis, je suis partie. Ce jour-là, Claude François n'a pas été plus loin avec Prisca. Mais ces photos de très jeunes filles nues existent et sont nombreuses. Le chanteur, totalement aveuglé par sa passion, va même créer un magazine pour les publier. Sans imaginer une seconde que ces clichés risquent de le mener à sa perte. C'est pas terrible pour son image de fond, parce qu'il joue la carte du père idéal désormais, avec les deux petits garçons, Drucker, tout ça, et soudain il se met à photographier des filles à poil, et tout le monde lui dit autour de lui, mais arrête! C'est plus un journal de coquin, c'est un journal porno. Je dis, tu arrêtes. Mais il ne voulait rien entendre. Il avait un côté voyeur, hein, Claude. C'était dans sa personnalité, ça, complètement. Seulement, ce magazine dont il est si fier est en passe de lui coûter très cher. Autour de lui, on va lui dire « Attention, tu es en train de mettre en kiosque un magazine qui propose des photos de nus de jeunes filles quasi mineures, très très jeunes. C'est dangereux ce que tu es en train de faire. » C'est-à-dire qu'à un moment, le ministère de l'Intérieur commence à se demander si on ne va pas interdire la revue. Le ministère de l'Intérieur va s'en mêler. Ça commence à sentir le roussi pour lui, parce que c'est très très limite. Claude François risque très gros. Alors, pour échapper à des poursuites judiciaires, il va faire jouer son carnet d'adresses. Et là, Claude sort son atout majeur qui s'appelle Anémone Giscard d'Estaing. Et la femme de Giscard d'Estaing, donc, fera en sorte de faire intervenir son mari, président de la République, pour qu'on n'exécute pas Claude François en termes de presse. Madame Giscard d'Estaing adore Claude François, et c'est elle qui va intervenir pour étouffer l'affaire et pour lui sauver la mise. Mais il a été limite, très très limite, de poursuites judiciaires, qui auraient pu lui faire très très mal. Il commençait à apparaître comme un monsieur un peu pervers. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République, qui en 1975 devra mettre le nez un peu dans le dossier pour stopper toutes ces histoires de mœurs. En échange de cet immense service rendu, le président de la République formule juste une petite faveur, bien insignifiante au regard des faits que l'on reproche à Claude François. Il a un superbe costume, il a un costume présidentiel. Est-ce que vous trouvez que Claude François change bien? Et la seule chose que va lui demander Giscard en échange, c'est de venir animer le Noël de l'Élysée. Évidemment, il ne peut pas refuser. Il y a ces fameuses images, voilà, du Noël de l'Élysée où il chante avec un président de la République qui joue mal du piano. On voit ce pauvre Giscard au piano qui est très mauvais, mais on voit un Claude François bienveillant à côté de lui qui ne laissait rien passer à ses musiciens, la moindre fausse note, qui les engueulait même sur scène. Avec le président de la République, il va avoir une attitude bienveillante, et on comprend pourquoi. Il a fini par fermer ce journal et on n'en a plus jamais parlé. Au milieu des années 70, Claude François est désormais un intouchable. Pourtant, malgré le succès et les hordes de fans, le chanteur est malheureux. Une souffrance sourde le hante, une fragilité insoupçonnée dont il ne se libérera que quelques mois avant sa mort. Voici le coup de chapeau à Claude François.
En juillet 1974 déjà, Claude François chantait son désarroi devant les caméras de télévision. Un tube aux paroles sensibles, beaucoup plus autobiographiques qu'il n'y paraît. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris. Car aujourd'hui je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je me montrais. Mais on chercher à savoir d'où me viennent mes joies et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi. Le mal-aimé, c'est lui. J'ai besoin qu'on m'aime, personne ne me connaît. Qui peut savoir ce que je ressens? Qui peut vraiment savoir qui je suis? C'était le chanteur mal-aimé, Claude François. Vraiment le mal-aimé. Et cette chanson-là, elle raconte bien ce qu'il a en lui. Si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas ce que l'on croit. Contre l'aventure de chaque jour, j'échangerai demain la joie d'un seul amour. Mais je suis là comme avant, mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je me montrais. Il dégageait une extrême fragilité, une grande sensibilité. C'est peut-être une de ces chansons où il se livre le plus. Quelle est cette douleur secrète? En fait, depuis le début de sa carrière, Claude François souffre en silence de moqueries en tout genre, qui au fil du temps vont devenir insupportables. Vous savez, Claude, en fait, on a l'image d'une star adulée, puisque maintenant, tout le monde adore Claude François. Bon, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. C'était un peu ringard d'aimer Claude François. Il a lutté contre une presse qui, globalement, le détestait. C'était de bon ton de se moquer de Claude François. Il était de bon ton de considérer que c'était de la chansonnette, que c'était à la limite du ridicule. C'était le chanteur blond à paillettes qui chante des mièvreries. Il est réduit à ça. Et lui, c'est son drame. En effet, à l'époque, les journalistes ne sont pas tendres avec lui. Comme lors de cette interview où Claude François, agacé par les questions qu'on lui pose, va laisser échapper sa colère. Pourquoi faites-vous de la chanson commerciale uniquement? Bon, ça fait 15 ans qu'on me pose la même question. Allez savoir pourquoi. Ça me fait vivre en attendant, disons. Il ne comprenait pas pourquoi des gens qu'il ne connaissait pas ne l'aimaient pas. Critiqué de toutes parts, l'artiste continue à afficher un sourire de façade devant son public. Mais dans un cercle plus intime, il craque. Gérard Louvain se souvient d'avoir vu l'idole vaciller. Et il me dit, je me suis assis sur mon lit et j'ai pleuré. Je dis, mais pourquoi t'as pleuré? Il dit, parce que je suis tout seul, j'ai pas de vie. Et il s'est mis à se lâcher, quoi. Et là, je me suis dit, mais il y a les fans dans la rue, et le mec est tout seul, quoi. On se sentait tellement fragile, tellement... malgré cette espèce de... Je roule des mécaniques, en fait, c'était un petit bonhomme qui voulait faire le mieux possible. C'est avec l'énergie du désespoir que Claude François va rebondir. Et sans doute réaliser là le coup de génie de sa carrière. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. C'est peut-être le plus grand tube de Claude François. Alexandrie, Alexandra, une chanson pour danser comme l'on dit. Mais derrière cette chanson légère se cache la revanche d'un artiste bien décidé à bouleverser son destin. Pour une fois,
Je vais étonner mon public, je vais étonner tout le monde, je vais étonner tout le métier qui me prend pour un débile et qui pense que je ne chante que des chansons pour des abrutis. Je vais prendre l'auteur intello qui est Étienne Roda-Gil. Il a eu une idée de génie qui a été de demander à Étienne Roda-Gil, parolier intellectuel encensé par la gauche, s'il en est, de lui écrire des paroles de chansons. Claude François veut faire taire les moqueurs. Pour cela, il s'est offert les services du parolier le plus recherché du moment. Seulement, il y a un problème. Étienne Roda-Gil n'a pas envie d'associer son nom à celui de Claude François. Roda-Gil, au premier abord, refuse de travailler avec Claude François. Claude François est tout ce que déteste Étienne Roda-Gil. Roda-Gil est un intello de gauche qui travaille depuis des années avec Julien Clerc. Il écrit des chansons assez engagées. C'est ce qu'on appelle du texte, vraiment du texte, qui est à l'opposé, qui s'inscrit à l'opposé total de l'univers de Claude François. Donc c'est vraiment un mariage contre nature, ces deux-là. Roda-Gil disait, oui, c'était pas trop ma tasse de thé, les Claudettes, bon ok, ça m'esbrouffait un peu, mais... Et Claude lui dit, bon ok, continue à faire des chansons pour les petites filles de riches, et moi je vais continuer à chanter des conneries pour les pauvres. Et Roda-Gil dit, quand il m'a dit ça, ça m'a fait réfléchir. Et 15 jours après, je lui ai amené les deux chansons. En fait, Étienne Roda-Gil n'a pas écrit une, mais deux chansons pour Claude François. La première, Alexandrie, Alexandra. La seconde chanson qu'Étienne Roda-Gil écrit pour Claude François, c'est Magnolia Forever, qui là encore sera un énorme tube. Tu lui ressembles quand elle tremble, et dans ta voix, j'entends parfois un peu sa voix. Les paroles de Roda-Gil étaient a priori l'opposé des paroles habituelles des chansons de Claude François. Roda-Gil n'écrivait pas « Il fait beau, ou Le lundi au soleil ». C'est pas les petites chansons gentilles qu'il a chantées pendant des années. C'est autre chose. Grâce à ces deux chansons, il est vraiment monté en gamme. Ouais. Seulement voilà, ces chansons d'auteur au texte élitiste ne sont pas toujours faciles d'accès. Des magnolias. Alors, de quoi parle Magnolia Forever? Je laisserai à chacun le choix d'en faire l'interprétation qu'il veut. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Les textes de Roda-Gil posent problème à Claude François, car si les mélodies sont particulièrement entraînantes, le chanteur semble quelque peu perdu avec les paroles, comme lors de cet enregistrement en studio. Alexandrie, où tout commence et tout finit. Moi, j'ai plus d'appétit. Comme Barracuda. J'ai pas le texte de la fin. Tu te souviens qu'il y avait un autre texte à la fin? Il est en studio et à un moment donné, il chante et il arrive à Barracuda. Et après Barracuda, il s'arrête parce qu'il ne se souvient plus des paroles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'il chante, en fait. Il disait, mais qu'est-ce que c'est que ce texte? Je ne comprends rien. Il me dit, je comprends pas tout, mais ça sonne bien. Je comprends pas ce que tu dis dans la chanson. Pour te consoler, je veux te dire, c'est pas compliqué. Si tu n'as pas très bien compris ce qui est écrit, c'est que l'auteur de cette chanson, qui s'appelle Étienne Roda-Gil, est un auteur très spécial. Il écrit des textes très très abstraits. Il y a une émission où une petite fille lui dit « Je comprends pas les paroles ». Et il lui dit « Moi non plus ».
Mais tu sais, c'est Rod Agile. Mais t'inquiète pas, j'ai fait d'autres chansons où on comprend mieux les paroles. Alors pour faire autre chose que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire des chansons relativement simples et compréhensibles par tout le monde, mais là c'est des chansons un petit peu ce qu'on appelle dans notre jargon de métier deuxième degré. Alors c'est des images très abstraites, c'est surtout pour les grandes personnes ça. Avant, lui, il était habitué à chanter des chansons faciles avec des paroles faciles, qui racontaient des choses simples. Et là, tout d'un coup, il rentre dans un univers qui n'est pas du tout le sien. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Voilà, je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Bah, c'est une déclaration d'amour, finalement, c'est une très belle déclaration d'amour. Côté poétique, encore une fois, les choses ne sont pas dites, elles sont suggérées. Grâce à ces tubes aux paroles recherchées, Claude François s'offre une nouvelle image, plus sophistiquée. Ces deux titres-là vont lui apporter un nouveau public qui l'avait toujours rejeté et qui finalement se dit mais finalement c'est pas si mal Claude François. Avec les mots de Rod Agile, Claude François devenait chic. C'est ainsi qu'à la toute fin de sa vie, Claude François devient enfin ce qu'il avait toujours voulu être, un artiste reconnu de tous. Ces deux dernières chansons sont finalement les deux derniers titres de sa carrière et qui vont rester dans la mémoire collective à jamais. Ça a donné deux chansons extraordinaires qui ont, je crois, définitivement clouté sa légende. S'il était mort juste avant, un an avant, bah finalement, il aurait manqué quelque chose. Est-ce que la légende Claude François serait la même aujourd'hui? Sans ces deux chansons, c'est pas sûr. Nous sommes fin 1977. Et pour la première fois, Claude François semble épanoui. Une vie de famille enfin équilibrée avec ses deux fils. Et une carrière professionnelle unanimement saluée. Malheureusement, l'artiste n'aura pas le temps d'en profiter très longtemps. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Claude François est donc mort cet après-midi à Paris. À 16h10 cet après-midi, un premier télégramme nous est parvenu. 4 mots sur une dépêche pour vous apprendre que Claude François était mort. C'est la consternation pour des milliers de fans de Claude François. Le chanteur qui allait avoir 40 ans est mort de l'accident le plus stupide qui soit. Il est mort électrocuté. Claude est mort électrocuté en remettant une applique en place. Il a fait une connerie, il a pris un bain, et là il avait ces deux lampes, il y en avait une qui était un peu penchée. Alors lui c'était un maniaque de ça. Comme c'est un perfectionniste et que la lampe devait être légèrement 1 centimètre à gauche, elle n'était pas droite, bon bah lui automatiquement il corrige. Là son pouce a touché ça, le machin il avait les pieds dans l'eau, voilà. Et là, au revoir tout le monde. Il y avait les pompiers qui sont venus, qui ont essayé d'abord de le ranimer. Et les pompiers ont dit qu'il y a un moment donné où il est revenu à lui. Ça a duré peut-être 5 secondes, 6 secondes. Puis après, c'est reparti. Ils ont essayé, mais il n'y a rien à faire. Non, moi j'arrive pas à y croire. C'est pas possible qu'il soit mort. C'est impossible. C'est comme si vous aviez perdu quelqu'un de votre famille, par exemple? Pire même. Plus que ça. Si je peux assister au départ du convoi, j'y assisterai, vous savez. Je me souviens des fans qui se jetaient dans la Seine. Ça a été terrible pour
pour tout le monde. On ne pouvait pas s'imaginer que ça allait s'arrêter si tôt, si bêtement. Voilà, tout s'écroule. Ce 11 mars 1978, pour tous les Français, c'est la stupéfaction. Quelques heures plus tôt, l'idole était attendue sur le plateau d'une grande émission télé qui n'aura jamais lieu. C'est un samedi après-midi. Traditionnellement, il y a des émissions à la télévision, des émissions de variété. Il y a Guy Lux qui était à la télé à ce moment-là. J'apprends, par Guy Lux, en fait, la mort de Claude François. Nous sommes tous frappés au but de Chaumont d'une chose horrible, notre ami Claude François est mort. D'ailleurs, à côté de moi, nous sommes sans voix, il y a Michel Drucker qui l'attendait, ainsi que Sylvie, Pierre Perret est à mes côtés, enfin, nous sommes complètement perdus. Tu devais l'avoir dans l'émission là. Oui, on attendait Claude, la TV, puisque Claude devait être dans notre émission demain. Michel Drucker vient sur le plateau et on sent une tristesse, une incompréhension. Je veux dire, on ne le croit pas, il ne le croit pas. Ils sont tous là, en direct, au micro, ils ne savent pas quoi dire. Le ciel vient de leur tomber sur la tête. Notre ami Pierre Perret qui devait terminer cette émission. Personnellement, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Guy, je devais encore chanter quelques chansons. Je préfère revenir une autre fois parce que j'ai pas tellement là. Je peux pas tellement aujourd'hui. Voilà. Bon, je veux dire que c'est pas la peine. Tout ce que nous ajouterions serait parfaitement inutile. On peut dire que c'était la famille artistique qui était touchée par un drame. Et donc, bien sûr, Perret a dit « je ne vais pas chanter ». Sylvie Vartan était complètement, je dirais, anéantie. Et il n'y a pas eu d'émission, oui, bien sûr. C'est alors tout un pays qui converge vers l'appartement parisien de Claude François, au 46 du boulevard Aix-Mans. Une foule d'anonymes, mais aussi des proches, comme ces Claudettes venues se raccrocher à un dernier espoir. L'espoir que tout cela soit un mauvais cauchemar. Puis à un moment, on nous a dit que c'était terminé. Et alors là, c'est dur. Et je peux pas. Alors on est parti à l'appartement, sans y croire. On a pris un taxi. Dans le taxi, la radio fonctionnait, c'était Claude. On a demandé au taxi de changer de chaîne, c'était encore Claude. C'était Claude sur toutes les chaînes. Et on est arrivé à l'appartement, tout était bouclé, les pompiers, tout, et on n'a pas bougé pendant 5 jours. On est resté là. Je me souviens même pas ni avoir mangé, ni avoir bu, je me souviens plus. À chaque fois qu'on s'arrêtait un feu rouge, des voitures et des gens venaient vers nous et touchaient le camion et pleuraient. C'était vraiment très... C'est de voir ces gens pleurer dans les voitures, au feu rouge, en nous regardant, qui était vraiment très touchant, à la fois touchant et triste. On est orpheline. On est orpheline, ouais. Vous savez ce que c'est que d'aimer quelqu'un? C'est ça. Et quand cet amour part, eh ben, tout part avec lui. Qu'est-ce qu'on va devenir? Quelques intimes, comme Sylvie Mathurin, son habilleuse, sont alors autorisés à monter dans l'immeuble pour voir Claude François. Je suis rentrée dans l'appartement, c'était un silence très pesant. C'était très étrange. Et de le voir allongé sur le lit, sans bouger, impeccable, dans un costume, dans un velours bleu marine, chemise rose. Il semblait dormir, il était apaisé, il était détendu, son visage était lisse et apaisé. Il n'y avait pas une once d'anxiété sur son visage. Il semblait vraiment dormir en paix. Il y avait juste ses doigts qui étaient un petit peu noircis. Il était magnifique, ses cheveux étaient magnifiques, son teint était magnifique. Et voilà. Et il était très très beau. Il est parti en beauté. Seulement, lorsque Claude François s'éteint en ce mois de mars 1978, tout le monde l'ignore,
Mais il emporte avec lui un terrible secret. Celui de la naissance d'un autre enfant, une petite Julie qui a vu le jour tout juste 10 mois plus tôt. Une fillette abandonnée à sa naissance. J'ai été adoptée à l'âge de 2 mois. Et au fil du temps, j'ai découvert qui étaient mes parents de naissance, et notamment mon père naturel, Claude François. Nous sommes en 1976. Claude François rencontre une jeune fan de 15 ans. C'est le coup de foudre. 9 mois plus tard, Julie voit le jour. Aucun des 2 parents ne reconnaîtra le bébé. L'enfant sera adopté par une famille flamande. Et ce n'est que bien des années plus tard que Julie apprendra la vérité sur ses parents naturels. Une fois adulte, je me suis posé de plus en plus de questions. Et j'ai demandé des preuves que j'ai obtenues ensuite. Là, je ne pouvais plus nier que c'était la vérité. Un test ADN va venir confirmer cette filiation. Claude François est bien le père de Julie. Heureusement que la science existe aujourd'hui. Elle m'a aidée. Des proches m'ont donné des éléments permettant de fournir une preuve irréfutable de ma filiation avec mon père naturel. Alors oui, j'ai commencé à m'interroger sur lui. Qui était Claude François dans sa vie privée? 40 ans après sa mort, cette nouvelle révélation sur la vie de Claude François passionne les Français, ravivant encore un peu plus la légende de cet homme si singulier et de ses tubes éternels. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro, je porte à main, et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Aujourd'hui, vous allez en discothèque, vous allez dans les mariages, dans des fêtes familiales, etc. À une certaine heure, quand les gens sont fatigués, on met hop, je vais à Rio, et hop, c'est reparti, quoi. Tout le monde danse. Il est aujourd'hui le chanteur de l'enfance et de l'adolescence de millions de personnes en France. Les jeunes qui ont entendu parler de Claude François par leurs parents ou leurs grands-parents qui connaissent un peu de loin, et ben maintenant ils dansent dessus. Ce qui est fabuleux, c'est 40 ans après, des jeunes filles de 20 ans me disent « j'aurais aimé être Claudette ». C'est quand même incroyable de durer comme ça. Parce que finalement, le talent, c'est quand même, ça se mesure à ça. Hein, c'est le fait de durer. Claude François est aujourd'hui devenu un mythe. Enfin débarrassé de l'image du chanteur pour midinette que certains lui auront collé toute sa vie. C'est donc bien après sa mort que Claude François touche enfin son rêve. Être une star absolue qui fascine toutes les générations.